Bonjour et bienvenue dans le Holistic Podcast, un podcast pour t'aider à guérir, t'aligner et rayonner. Et aujourd'hui, on va parler du cœur brisé. Alors, souvent, on a cette impression d'une image romantique quand on parle d'un cœur brisé. En fait, non. C'est vraiment un syndrome médical, en fait, qui provoque de vrais problèmes sur la santé. Et donc, on va voir ça, quels sont les problèmes sur la santé, quelles sont les personnes les plus sujettes au cœur brisé et comment l'éviter bien sûr. Donc déjà pour commencer, oui, la science vient de confirmer que l'on peut réellement mourir de tristesse, on peut mourir de cœur brisé. Donc ce n'est pas une métaphore, ni une exagération, ni le fait que les femmes, parfois on peut être un petit peu drama queen. Non, c'est vraiment un réel syndrome qui a été découvert dans les années 1990 par des cardiologues japonais. Et ce syndrome a été appelé Takotsubo. C'est une cardiomyopathie déclenchée non pas par une artère bouchée, mais par un choc émotionnel, que ce soit une perte, une rupture, un deuil, une trahison. Et qu'est-ce qui se passe en fait? Tout simplement, le cœur va changer de forme sous l'impact de ce choc émotionnel. Et du coup, comme il va changer de forme, il va moins bien pomper le sang. Et dans certains cas, il va même lâcher. Alors déjà, étudions plus en détail ce que la science dit. Pour commencer, pose-toi la question, est-ce que tu t'es déjà demandé en fait que tu en rajoutais, que tu étais triste sans raison, qu'il y avait des personnes qui vivaient pire que toi, etc. Si oui, alors cet épisode est d'autant plus important pour toi. Déjà, le terme Takotsubo, donc le terme japonais du cœur brisé. En fait, ça veut dire piège à pieuvre. En fait, c'est un pot en terre cuite qui a la forme d'un cœur. Et notamment la forme du ventricule gauche du cœur. Et du coup, sous l'impact d'un choc émotionnel, en fait, le cœur va se déformer. Il va se gonfler à la base, se rétrécir au sommet et donc moins bien pomper le sang. Et à quoi, en fait, cette malformation est due? En fait, c'est tout simplement quand l'on subit un choc émotionnel, une émotion qui est intense, le corps, il va produire de l'adrénaline et du cortisol en quantité massive. Et en fait, ces catécholamines et hormones vont en fait être hyper néfastes pour le muscle cardiaque. Et la personne qui vit ça, en fait, va avoir l'impression de vivre une crise cardiaque, un infarctus, parce que ça va être absolument les mêmes symptômes. C'est-à-dire douleur thoracique, essoufflement, difficulté à s'exprimer, électrocardiogramme perturbé, enzyme cardiaque élevée, mais les artères ne sont pas bouchées, les artères sont parfaitement saines, contrairement à un infarctus, une crise cardiaque plus normale. Et qui est touché par ce syndrome du cœur brisé? C'est à 90% des femmes, notamment entre 58 et 75 ans. Ça ne veut pas dire que ça ne peut pas arriver plus tôt, parce que dès la trentaine, en fait, il y a des cas de syndrome du cœur brisé, c'est juste que la majorité interviennent du coup quand les femmes sont plus âgées. Mais attention, il n'y a pas que les émotions négatives, entre guillemets, donc les trahisons, les deuils, voilà, les chocs émotionnels qui sont un petit peu négatifs en mode de catastrophe, qui vont provoquer ce syndrome du cœur brisé. Ça peut aussi être des pics de joie. Ça peut être un mariage, une naissance, ou voilà, des événements en fait qui sont très positifs mais qui vont submerger la personne et du coup provoquer ce syndrome du cœur brisé. Car du coup, le cœur brisé, il réagit pas à l'émotion en tant que telle, il va réagir à l'intensité. Et c'est ça en fait, le corps, en fonction de l'intensité des informations qu'il reçoit, va produire de la noradrénaline, de l'adrénaline, du cortisol. Et c'est ça qui va abîmer le muscle cardiaque. Mais le syndrome du cœur brisé, donc Takotsubo, c'est quelque chose d'aigu. Ça veut dire que ça va être ponctuel, etc. Mais il y a une partie chronique à traiter en amont du coup. Et en fait, on a des formes chroniques tout simplement quand on a du mal à gérer nos émotions. Le chagrin qui dure parce qu'on n'arrive pas à passer outre, quand on a du mal à faire son deuil, quand on refoule ses émotions au lieu de les vivre. Exemple de quand on refoule nos émotions, et ça j'en vois beaucoup parmi mes clientes, donc on travaille énormément là-dessus, c'est beaucoup des femmes qui disent « Ah voilà, je suis stressée, je suis pas bien, je vais courir et après ça va mieux ». Non, en fait, aller courir quand ça va pas, c'est juste une distraction. Ça ne permet pas de gérer une émotion. Aucune distraction ne permet jamais de gérer une émotion. C'est vraiment le fait, en fait, de se poser en silence et de vivre l'émotion, de pleurer si on a besoin de pleurer, ou de crier, ou d'écrire, ou quoi que ce soit, qui va faire que l'émotion va sortir, qu'on va la vivre. Une émotion, elle dure 90 secondes. Donc à partir du moment, dites-vous, où vous la vivez plus longtemps, ça veut dire qu'elle est restée bloquée en vous. Donc, c'est pas d'aller courir en fait qui va permettre de gérer les émotions. C'est comme dire que manger permet de gérer les émotions. Je n'ai absolument rien contre l'alimentation émotionnelle, au contraire, et je dis même à mes clientes de le faire. Par contre, l'alimentation émotionnelle, parce que parfois on en a besoin. Parfois on n'est pas bien, ou on va avoir ses règles, ou on est déprimé, on ne sait pas trop pourquoi. Mais en fait, on a juste besoin de chocolat, de Netflix, et voilà. Et ça, c'est ok.
Mais ce n'est pas OK quand ça, que ce soit le sport ou l'alimentation, remplace en fait la gestion des émotions. La gestion des émotions, elle vient en amont. C'est-à-dire avant même que vous mangiez, avant même que vous alliez courir, même si vous le faites, c'est OK. Mais en fait, de vous poser en silence, de vivre votre émotion. Et de ne pas passer directement en mode distraction, en mode on refoule tout. Voilà, d'abord on se pose en silence, on respire et on vit l'émotion, on pleure, etc. Voilà, peu importe l'émotion que vous vivez, vous la vivez. Et ensuite, si vous avez toujours envie de courir ou de manger, vous le faites. Mais déjà, si vous courez, vous allez moins en fait courir en mode un peu acharné, en mode de compensation, et ça va être pareil pour la nourriture. Si d'abord vous gérez votre émotion, vous n'allez pas avoir des compulsions alimentaires en mode pour étouffer une émotion. Vous allez juste avoir mangé peut-être un petit peu de chocolat parce que vous avez besoin de réconfort, mais dans ces cas-là, vous n'allez pas manger la tablette. Voilà. Et donc ça, c'est important. Le travail émotionnel avant de passer, parce que c'est OK de se distraire, mais la distraction passe après la gestion de l'émotion. Parce que sinon, du coup, on rentre en fait dans de l'inflammation chronique, tout simplement. Parce que tant qu'une émotion, en fait, elle n'est pas libérée, elle est imprimée dans les tissus. Comment elle est imprimée dans les tissus? Ça va être l'adrénaline que vous avez produite, en fait, qui va être stockée dans les tissus. Et donc, vous allez produire du cortisol en permanence, sans même vous en rendre compte, parce que ça va être du bas grade au début. Et puis, si vous allez rajouter des couches, parce que chaque fois que vous avez des émotions, vous les refoulez, vous les vivez pas, vous rajoutez des couches. Et donc, vous produisez plus d'adrénaline qui est stockée dans vos tissus. C'est la raison pour laquelle aussi, quand les femmes que j'accompagne surtout, et moi aussi je suis passée par là, c'est qu'en fait, on est rigide. Voilà, il y a plein de personnes qui me disent que je suis hyper souple aujourd'hui, etc. Mais en fait, ils me demandent du coup ma routine pour devenir souple. Mais en fait, j'ai pas eu de routine physique, mais j'ai libéré mon corps de toutes les émotions qui étaient bloquées et qui le bloquaient et qui le durcissaient en fait. Et résultat, quand vous avez des émotions qui sont bloquées comme ça, votre cœur en paye les pots cassés quand même, dans tous les cas. Même si c'est pas un syndrome du cœur brisé immédiat, mais vous allez souffrir potentiellement d'hypertension, arythmie, fatigue chronique et surtout une immunité qui est potentiellement affaiblie. Alors l'immunité affaiblie, ça peut être, par exemple quand on a de l'inflammation, j'avais une femme qui m'avait demandé ça sur Instagram et qui m'avait dit oui, comment c'est possible quand on a de l'inflammation du coup de tomber plus malade vu qu'on a plus d'inflammation. Parce qu'en fait quand on a de l'inflammation chronique, ça veut dire que le système immunitaire, c'est pas qu'il est plus fort, c'est qu'il est déréglé. C'est-à-dire qu'il va surréagir quand vous allez manger du gluten ou quoi que ce soit. Et mais par contre, il va pas du tout réagir quand vous allez vous faire attaquer par un virus ou une bactérie. Et du coup, vous allez tomber malade direct. Donc, il faut bien comprendre que l'inflammation chronique, c'est pas une suractivation du système immunitaire, c'est un dérèglement du système immunitaire. Du coup, il répond trop quand il ne devrait pas forcément répondre et il répond potentiellement pas assez ou pas du tout quand il le devrait. Et ça, il y a de nombreuses études qui prouvent que les émotions non digérées provoquent de l'inflammation. Et ça a été prouvé scientifiquement que les émotions pouvaient provoquer de l'inflammation parce que des études ont été faites chez des personnes qui venaient de vivre un deuil, une rupture amoureuse, etc. Et du coup, ils ont remarqué en fait que les taux de CRP et de cytokines pro-inflammatoires chez ces individus-là étaient très élevés. Et ce sont les mêmes marqueurs que l'on retrouve dans les maladies auto-immunes, dans la dépression ou dans les maladies cardiovasculaires. Et d'autres études ont été faites sur en fait le rappel de l'émotion. Par exemple, pour en fait faire le lien entre la douleur physique et la douleur émotionnelle. Les scientifiques ont prouvé en fait qu'il n'y avait aucune différence sur le corps entre une douleur physique et une douleur émotionnelle. Ils ont fait des études en montrant ou en parlant avec des personnes et en leur ravivant en fait le souvenir de l'événement qui leur avait causé du chagrin, de la peine ou quoi que ce soit. Et en fait, ils se sont rendus compte que au niveau imagerie, qu'il se produisait exactement la même chose que quand il y avait des douleurs physiques. C'est-à-dire que les mêmes zones du cerveau sont activées. Ça s'appelle d'ailleurs l'insula antérieure. Mais ça ne va pas être le seul impact du chagrin. Le chagrin va aussi impacter vos intestins. Je vous rappelle que dans l'intestin, 90% de la sérotonine est produite. La sérotonine, en fait, ça va être un neurotransmetteur qui va permettre votre bien-être global. Et du coup, quand vous êtes stressé, en fait, il va y avoir de l'inflammation digestive. Donc le cortisol produit va venir déséquilibrer votre microbiote. Un microbiote déséquilibré produit du coup moins de sérotonine. Et qui dit moins de production de sérotonine dit plus de peur, plus d'anxiété, plus de risque de dépression. Et pour rappel, même dans ce cas-là, le cœur du coup, il est impacté parce que le cœur est relié aux intestins par le nerf vague. Et c'est ce nerf vague qui va réguler le rythme cardiaque, votre digestion et votre inflammation. Donc dans ce cas-là, le cœur brisé est un état systémique. Il peut perdurer et il peut devenir chronique. Et donc là, ce que je viens de vous expliquer, du coup, c'est ce que la science vient de découvrir, mais comme tous les sujets qui touchent
au bien-être, l'Ayurveda le savait déjà. En Ayurveda, on ne fait pas la dissociation entre le bien-être physique, le bien-être émotionnel, le bien-être mental, le bien-être énergétique. L'Ayurveda avait compris en fait que tout était lié. Et donc c'est en ça que c'est une vraie approche holistique, dans le sens où on touche à tous les corps, le corps physique, le corps émotionnel et le corps énergétique. Et comment ça fonctionne? En Ayurveda, en fait, on a l'auras, qui est vraiment l'énergie subtile de tous les tissus. L'auras, en fait, va être très utile, notamment chez les femmes, pour la fertilité, pour le cycle menstruel, etc. Et en fait, en Ayurveda, ils savaient que lorsqu'on avait un chagrin intense, qui est appelé shoka, et bien ceci venait diminuer en fait la quantité de auras. Ça provoque de la fatigue inexpliquée du coup, une immunité affaiblie, une peau plus terne, des cheveux plus ternes, plus fins et un sentiment de vide potentiellement. Et donc dans le syndrome du cœur brisé, en fait il va y avoir particulièrement 2 doshas qui vont être beaucoup plus impactés, notamment Vata du coup et Pitta. Donc Pitta va être déséquilibré, ça veut dire que souvent en fait il va y avoir un excès de colère jusqu'à une anesthésie, un vide profond. Et quand Vata va être déséquilibré, donc Vata qui gouverne plus le mouvement, en fait, il va y avoir les battements cardiaques qui vont être plus dérégulés. Du coup, on va avoir plus les mains et les pieds froids et on va avoir beaucoup plus d'anxiété. Et donc, que recommande l'Ayurveda dans ce cas-là pour, en fait, sortir de ce syndrome du cœur brisé et retrouver de l'apaisement? Ben, du coup, il va pas y avoir juste la gestion des émotions, il va aussi y avoir une alimentation. L'alimentation qui va être riche, chaude, apaisante, ancrante. En fait, ça va être beaucoup des aliments qui vont être riches en éléments terre, pour vraiment ancrer. Exemple, la pomme de terre, tout ce qui va être féculent. On va pouvoir faire l'abhyanga. L'abhyanga, c'est vraiment les automassages. Les automassages en Ayurveda, c'est hyper important. Ça permet la reconnexion au corps. Ça permet en fait vraiment la stimulation de toutes les zones du corps pour apaiser le corps. Notamment quand vous massez les pieds. Les pieds, par exemple, c'est des zones réflexes qui vont avoir un impact sur tout le système nerveux. Donc même si vous n'avez pas le temps de masser la totalité du corps, juste de masser vos pieds, en fait, ça va apaiser énormément votre mental, calmer l'anxiété. Et ensuite, les exercices de respiration qui, eux, sont nombreux. Du coup. Donc, on a vu la science, on a vu l'Ayurveda et maintenant, voyons l'énergétique. Donc, à quoi va se rattacher ce syndrome du cœur brisé d'un point de vue énergétique? Le syndrome du cœur brisé, du coup, va se rattacher au chakra du cœur qui s'appelle Anahata. Et Anahata, c'est marrant parce que ça veut dire indestructible, en fait. Donc, c'est marrant dans le sens où il s'appelle indestructible alors qu'il est le siège de la blessure la plus profonde que l'on peut avoir. Donc Anahata, pour rappel, donc il est situé au niveau de la poitrine au milieu et il fait le pont entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Pour rappel, on a le chakra inférieur, donc vraiment en bas, qui est le chakra racine. Ensuite, vous avez le chakra sacré au niveau des ovaires et de l'utérus, qui va être responsable de tout ce qui est féminité, créativité. Le chakra racine, lui, est responsable de tout ce qui est sécurité et ancrage. Ensuite, on a le chakra du plexus solaire au niveau de l'estomac, qui va être responsable du coup de tout ce qui est gestion des émotions, notamment, enfin digestion globale, c'est digestion des aliments et des émotions. Quand on parle de digestion en Ayurveda, ça ne veut pas dire, parce que l'énergétique et l'Ayurveda, du coup, c'est très lié, on pratique l'énergétique dans l'Ayurveda, mais du coup en Ayurveda, quand on parle de digestion, si vous voyez les mots digestion, ça ne veut pas dire juste les aliments, ça veut aussi dire tout ce qu'on a à digérer, donc y compris les émotions. Ensuite, on a le chakra du cœur, du coup, qui est responsable de tout ce qui est amour, que ce soit amour de soi, etc. On a le chakra de la gorge, qui va être relié à la thyroïde, notamment, mais aussi du coup à tout ce qui va être expression, notamment la vérité en fait. Le chakra de la gorge va être impacté lorsque l'on ne dit pas la vérité aux autres ou même à soi-même. Ensuite, on a Ajna, donc le troisième œil qui est au niveau légèrement au-dessus entre les sourcils. Donc ça, c'est l'intuition. Et ensuite, on a le chakra couronne au-dessus de la tête qui va être la connexion en fait avec la conscience universelle. Et donc, si on revient au chakra du cœur, quand le chakra du cœur il va être ouvert, vous allez ressentir de la confiance en vous, une capacité à recevoir et à donner de l'amour, de la joie, de l'empathie, de la compassion. Au contraire, quand le chakra il est fermé, vous allez ressentir de la peur, de la rancœur, de la jalousie, une volonté de vous isoler. Et du coup, cette fermeture, elle peut être impactée par, comme on l'a vu, toutes les émotions comme le deuil, la trahison, les ruptures, etc. Et même physiquement, quand une personne a un chakra du cœur qui est fermé, ça se voit parce qu'en fait, la personne, elle va avoir tendance à être dans ses épaules, avoir le dos voûté, etc. Parce qu'en fait,
inconsciemment, en fait, le corps va essayer de protéger cette zone-là qui est fermée et du coup qui est vulnérable. Donc le but, c'est vraiment de réouvrir et de réaligner son chakra. Donc il y a plein de techniques pour ça. Globalement, en fait, ça va être des exercices de développement personnel, ça va être potentiellement des soins énergétiques aussi. Donc les soins énergétiques, je vous encourage pas vraiment à aller voir quelqu'un qui vous fait des soins énergétiques, mais plutôt à apprendre comment faire circuler l'énergie dans votre propre corps. Voilà, je prends toujours l'autonomie. Et voilà, le but en fait, c'est que vous soyez capable de vous réguler. C'est comme en fait un déséquilibre énergétique, ça peut arriver, je sais pas, 10 fois par jour, quoi. Donc c'est comme en fait si vous alliez voir une psy chaque fois que vous avez une émotion. Vu le nombre d'émotions qu'on a dans la journée, c'est bien d'y aller de temps en temps. Mais en fait, voilà, elle va pas gérer pour vous la majorité de vos émotions. C'est à vous d'apprendre à réguler vos émotions, même si vous avez un support à côté. Là, ça va être pareil avec l'énergétique. Je vous invite vraiment en fait à apprendre à faire circuler l'énergie vous-même dans votre corps, même si vous avez un support et de temps en temps, vous avez un petit coup de boost d'une personne qui du coup a plus d'expérience et qui va pouvoir remettre un petit peu les pendules à l'heure. Mais ça va être important que vous-même, en fait, vous sachiez comment faire dans votre quotidien pour rééquilibrer votre énergie. Quand vous vous sentez down, quand vous avez justement envie de vous isoler, voilà les symptômes par exemple du chakra du cœur fermé, ou même que ce soit d'un autre chakra, mais en fait, au lieu d'attendre votre rendez-vous, je sais pas, dans un mois, avec un énergéticien ou autre, en fait, d'apprendre vous-même à réguler en fait cette énergie, à la rééquilibrer pour vous sentir mieux tout de suite et pas dépendre de quelqu'un d'autre. C'est hyper important dans votre bien-être, dans votre santé, de ne pas dépendre de quelqu'un d'autre. Partez du principe que les praticiens en fait, et moi comprise, du coup, on est là pour vous aider durant un moment, pour vous aider à retrouver un équilibre. Mais après, si vous savez pas vous-même maintenir cet équilibre, parce que l'équilibre il est mis à rude épreuve en permanence tous les jours, mais si vous savez pas le retrouver parce que le praticien ne vous a pas formé pour que vous soyez autonome, il y a un problème en fait. Voilà, le but c'est vraiment que vous soyez autonome en fait dans le maintien de cet équilibre. Ensuite, autre chose importante sur le cœur. Donc là, je prends une étude qui a été réalisée par le HeartMath Institute. Et l'étude a révélé en fait que le cœur émettait un champ électromagnétique. Donc ça c'est important, c'est quelque chose que l'on savait déjà du coup en énergétique et en Ayurveda. Et ce champ électromagnétique, il s'étend de 1 mètre autour de votre corps, dites-vous. Et là, ce champ énergétique, il est 60 fois plus fort électriquement et 5000 fois plus fort magnétiquement que celui du cerveau. Donc ça, c'est hyper important à comprendre parce que quand on parle des neurosciences, on a tendance à se dire, ok, c'est la science du cerveau. Quand on parle d'énergétique, on parle d'alignement ou d'intuition et du coup, on va se concentrer sur le troisième œil. Et les deux approches, dans la définition, parce que les approches en soi, elles sont pas fausses, c'est juste qu'elles sont souvent incomprises. Mais en fait, voilà, il y a une incompréhension à ce niveau-là. C'est qu'en fait, le point de départ, c'est pas le cerveau, c'est pas votre troisième œil, l'intuition qui va permettre de vous guider, c'est le cœur. Et ça, il y a des études qui ont été faites, donc en neurosciences, qui vraiment qui prouvait que c'était le cœur en fait qui recevait d'abord l'information. Et donc c'est pour ça qu'en neurosciences on parle d'alignement. L'alignement en neurosciences, c'est vraiment que toutes les zones de votre cerveau et votre cœur vibrent à la même fréquence. Voilà. Et en énergétique, quand on parle d'intuition, il faut suivre son intuition. L'intuition, en fait, c'est pas ce qui va vous guider en premier. Parce qu'on a l'impression qu'on se dit, moi, je sais pas dans quelle direction je vais, mais mon intuition me dit ça, ça veut dire que mon troisième œil a dû recevoir une information et je dois aller vers là. Non, en fait, c'est pas le troisième œil qui reçoit l'information, c'est le cœur. Le cœur, en fait, c'est vraiment le chakra d'un point de vue énergétique qui reçoit en premier les informations. Et c'est lui qui va transmettre les informations à votre troisième œil et votre troisième œil va vous guider, va vous montrer la direction. Mais le signal reçu, il arrive au niveau du cœur. Toujours. Et donc, c'est là où il arrive bien avant d'être envoyé à votre intuition. Et donc, pour parler du coup du champ électromagnétique de votre cœur, celui-ci va être impacté tout simplement par vos émotions également. Et ça, on le voit, je pense que tout le monde qui écoute cet épisode de podcast le sait déjà, que chaque émotion a des fréquences vibratoires. Je pense que vous avez tout le monde a vu la sorte de petite échelle où quand on a la joie, l'amour, etc., il y a de belles couleurs. Et sinon, quand on est en bas, c'est tout rouge, quoi, la colère, etc. C'est des fréquences qui sont beaucoup plus basses. Et du coup, ces émotions vont impacter votre fréquence vibratoire, votre champ électromagnétique. Et c'est pour ça que l'approche qui est multidimensionnelle est hyper importante. Souvent, en fait, on s'occupe uniquement du corps physique.
en mode, bon ben voilà, on a fait une écho, on a fait une radio, on voit qu'il y a un problème à un endroit, qu'il y a une inflammation, qu'il y a de l'endométriose, qu'il y a quelque chose. Et du coup, on le voit, donc on se dit, voilà, le problème il est là et il faut régler ce problème qui est là. Ce que l'on ne voit pas, c'est qu'avant d'avoir eu une marque physique, on a une marque au niveau du corps émotionnel, on a une marque au niveau du corps énergétique. Et quand vous essayez en fait de traiter que le corps physique, ben c'est en ça qu'en fait les maladies restent chroniques et qu'il y a beaucoup de personnes qui viennent me voir du coup et qui me disent qu'elles s'en sortent pas en fait avec leurs symptômes, etc. Malgré qu'elles font tout bien, parce que toutes les personnes que j'accompagne, c'est des personnes qui mangent très bien, qui font du sport, qui ont conscience de leur cycle, qui ont de très bonnes bases en alimentation anti-inflammatoire et de meilleures bases que la majorité des influenceurs qui parlent d'alimentation anti-inflammatoire sur les réseaux sociaux. Voilà, donc c'est des personnes et qui malgré tout en fait ne voient pas de résultats parce que la cicatrice que vous avez sur votre corps émotionnel et sur votre corps énergétique, ben vous l'avez pas enlevée. Donc en fait, vous avez beau essayer de traiter la cicatrice physique, ben non, parce qu'en fait, c'est juste un reflet de la cicatrice de votre autre corps émotionnel et énergétique. Et c'est en ça que les symptômes sont chroniques, quand en fait, on se dit, ben voilà, on traite qu'une partie du problème, on ne le traite pas dans sa globalité. Et donc, forcément, ça revient. Si vous avez toujours un blocage énergétique, c'est un peu, je prends souvent, en fait, dans mes consultations gratuites, l'exemple de la douche. Si vous avez une bourre de cheveux qui est bloquée dans vos tuyaux sous la douche, vous avez beau nettoyer votre salle de bain et elle est rutilante, vous prenez votre douche, ça va quand même être une mare parce que l'eau ne va pas circuler. Mais voilà, cette bourre de cheveux dans votre tuyauterie, c'est l'énergétique, c'est un nœud énergétique. Voilà. Et donc, vous avez beau bien manger, etc., c'est-à-dire avoir votre salle de bain propre, tant que vous n'avez pas débouché vos tuyaux, ben, rien ne va se passer en fait. Voilà, donc pour récapituler, le corps garde vraiment le score. Tout ce qui va être trauma, etc., va vraiment être imprimé dans votre corps. Et ça, c'est Bessel van der Kolk. Donc c'est un psychiatre spécialiste du trauma qui a fait plusieurs écrits à ce sujet si vous voulez aller regarder. Je crois que son livre s'appelle Le corps n'oublie rien. Voilà, donc si vous voulez travailler sur la totalité des corps pour vraiment venir à bout de vos troubles chroniques, réservez votre consultation gratuite, votre bilan gratuit, le lien est dans la description. C'est les accompagnements que je fais. Moi j'accompagne des personnes qui ont des troubles chroniques, SOPK, endométriose, fibromyalgie, sclérose en plaques, donc troubles digestifs aussi, même si c'est moins chronique les troubles digestifs, c'est beaucoup plus facile à régler. C'est juste une incompréhension de la définition, mais je vous invite à revoir mon épisode de podcast sur le syndrome de l'intestin irritable, du coup, pour comprendre. Mais voilà, du coup, n'hésitez pas à réserver votre bilan offert, comme ça on discute de votre cas particulier et on voit si je suis la personne la plus à même à vous accompagner. Et si cet épisode vous a plu, n'oubliez pas de mettre les petites étoiles, de le liker, le partager et de m'envoyer vos retours sur Instagram. Je vous souhaite une belle journée et à mardi prochain.